Pour la matinée, vous le savez, vous avez 3 orateurs. Le troisième arrive, ne vous inquiétez pas, ce n'était pas moi le troisième, c'est le professeur Bentolila qui nous rejoindra en cours de matinée. Il a eu un empêchement de dernière minute, donc il sera bien là. Je vais commencer par solliciter Madame Cécile Laloux, inspectrice académique, inspectrice pédagogique régionale, et qui, depuis quelques années, a des responsabilités de réflexion sur qu'est-ce qu'on pourrait faire pour arranger tout ce système éducatif que nous connaissons bien. Je vais lui laisser la parole, et c'est avec plaisir que nous l'accueillons aujourd'hui. Bonjour à toutes et à tous. Je suis à vos côtés aujourd'hui avec grand plaisir et avec honneur, et je remercie tout particulièrement Monsieur Petit-Ohaillon, cher Patrick, de l'invitation que vous m'avez adressée. Alors, je vais m'exprimer aujourd'hui au travers finalement des différentes fonctions que j'ai pu exercer au cours des 30 dernières années. Je vais donc parler en tant qu'inspectrice d'académie. Je vais parler également en tant qu'inspectrice de l'éducation nationale. Je vais vous parler également en tant que formatrice. Et enfin, en tant que professeure des écoles, puisqu'il y a 30 ans de cela, j'avais le plaisir de commencer ma carrière dans une classe d'école élémentaire. Je vais faire le choix d'avoir un propos général, résolument pédagogique, qui pour une bonne partie de ce propos sera assez conformiste, mais peut-être, dans la toute fin de mon intervention, un peu disruptif. Enfin, je vais tenter de respecter la contrainte de temps, et donc c'est pour cela que je serai, vous m'en excuserez, j'essaierai de rester très proche de ma préparation, car normalement, si elle est bien calibrée, elle devrait permettre d'atteindre l'objectif. Alors, en tout premier lieu, je dirais que demain, peut-être encore plus qu'aujourd'hui et très certainement qu'hier, l'enseignant aura toujours sa place dans la classe et aura même à y jouer un rôle déterminant pour permettre aux élèves d'apprendre et de réussir. Interroger la place et le rôle de l'enseignant dans la classe revient finalement à questionner la nature des enseignements, des apprentissages, des savoirs et des compétences que nous voulons pour nos élèves. C'est une évidence de dire que nous n'enseignons plus aujourd'hui comme nous enseignions il y a 20 ou 30 ans. De la même manière, nous pouvons affirmer que nous n'enseignerons pas demain tout à fait comme nous enseignons aujourd'hui. Tout d'abord parce que les élèves qui nous sont confiés ou qui nous seront confiés se distingueront des générations plus anciennes. Ils évoluent et ils évolueront dans un environnement radicalement différent. Les informations auxquelles ils accéderont sans médiation ni filtre ne présenteront pas toujours, mais c'est déjà le cas aujourd'hui, une justesse, une précision, une complétude, voire une validité scientifique. Indéniablement, l'enseignant ne sera plus celui qui transmet et dispense le savoir. Mais l'est-il encore aujourd'hui? Non, je ne le pense pas. Je pense que la mutation s'est déjà engagée, et depuis un petit moment. Alors, quelles compétences les élèves devront-ils maîtriser pour évoluer dans le monde de demain, pour s'y épanouir, y grandir, y être des citoyens éclairés et responsables, pour s'y orienter et répondre aux enjeux du futur, qu'ils soient environnementaux, sociétaux, économiques, scientifiques, culturels ou politiques? Est-ce finalement le savoir académique qui comptera le plus pour réussir, pour prendre sa place dans la société et y être heureux? N'est-ce pas plutôt la capacité à s'en saisir pour comprendre le monde toujours plus complexe, pour agir avec justice et efficacité, de manière éthique et responsable, avec les autres, et enfin, pour faire commun?
L'enseignant aura donc bien un rôle plus important pour donner aux élèves les clés d'accès au savoir, la capacité à exercer son esprit critique, à faire preuve de créativité et d'initiative. Ces évolutions exigent de la part de l'enseignant de changer ses repères, de transformer ses postures et ses pratiques pédagogiques. Pour faire autrement dans la classe, mais aussi dans l'école ou dans l'établissement, l'enseignant aura besoin, tout comme aujourd'hui, d'être formé, d'être outillé, d'être éclairé dans sa réflexion sur les organisations, les outils et les pratiques. Je vous propose de développer mon propos autour de 3 axes. Dans un premier temps, je parlerai des élèves, tant au niveau de leur comportement scolaire, de leur appétence, que des compétences que nous voulons qu'ils acquièrent. Dans un deuxième temps, j'évoquerai les enseignants et plus particulièrement leurs pratiques d'enseignement et les organisations pédagogiques qu'ils ont à penser et à mettre en œuvre. Et enfin, dans un troisième temps, j'aborderai la place et le rôle de l'institution scolaire, de l'encadrement pédagogique et des acteurs de la recherche. Alors, les élèves, vous les connaissez bien mieux que nous qui nous exprimons face à vous aujourd'hui, parce que vous êtes avec eux chaque jour. Je ne vais donc que confirmer explicitement ce que vous savez déjà, parce que vous l'observez dans vos classes, parfois même chez vos propres enfants, et parce que vous pressentez comment, dans l'environnement dans lequel ils évolueront demain, nos élèves seront. Nous aurons dans nos classes demain des élèves qui accéderont plus facilement et de manière plus autonome au savoir et qui se placeront également dans une communication instantanée et virtuelle. Ils auront à leur disposition de nombreuses sources de savoir, à l'accès permanent et extrêmement facile. Je pense bien évidemment à l'information en ligne. Nous l'observons et des études telles que celles conduites en 2018, 2022 et 2024 par le Centre national du livre sur les pratiques de lecture chez les jeunes de 7 à 19 ans le confirment et l'objectivent. Globalement, les jeunes lisent beaucoup moins qu'avant. Cela s'observe autant dans la lecture pour l'école, le travail ou les études, que dans le cadre des loisirs. On observe un décrochage, et ce décrochage se confirme et s'accentue à l'adolescence pour les lectures obligatoires, donc scolaires, et dès 10 à 12 ans pour les lectures personnelles. Parallèlement, les jeunes consacrent en moyenne 3h11 par jour aux écrans et jusqu'à 5h10 pour les 16-19 ans. Et j'exclus de ce temps le temps passé devant des écrans, un ordinateur, pour le travail scolaire ou pour les études. In fine, chaque jour, les jeunes Français consacrent 10 fois plus de temps aux écrans qu'à la lecture. Ces constats sont évidemment extrêmement préoccupants, car ici, nous sommes toutes et tous des pratiquants insatiables de la lecture, je n'en doute pas. Et nous sommes toutes et tous convaincus de l'importance de la lecture et de ce qu'elle apporte et de la manière dont elle détermine de nombreux apprentissages. Ces constats justifient une mobilisation forte, collective, volontariste et à tous les niveaux. Il nous faut agir parallèlement sur 2 fronts. Redonner à la lecture sa place et son importance, quotidiennement, pour comprendre, agir, réfléchir, apprendre, imaginer, s'évader, grandir et prendre du plaisir. Et deuxièmement, éduquer aux écrans et en réguler drastiquement les usages chez les enfants et les jeunes, des plus jeunes aux plus âgés. Si je m'attarde un peu sur le sujet, c'est que, vous le savez, les conséquences sont lourdes et durables. Par ailleurs, la lecture est importante parce qu'elle ne va pas sans l'écriture. Autre chantier d'importance. J'y reviendrai tout à l'heure. Les élèves de demain, parce qu'ils consommeront essentiellement des écrans et de l'information en ligne, devront être capables de faire preuve d'esprit critique et savoir exploiter les informations auxquelles ils accèdent. Cela suppose qu'ils sachent prendre du recul et faire preuve de discernement par rapport à ce qu'ils trouvent en libre accès sur le net. Nous devons les y former.
Le foisonnement d'informations suppose que nous les préparions à savoir trouver, sélectionner, sourcer et exploiter les informations. Nous ne devons pas non plus négliger que les élèves apprennent déjà aujourd'hui, mais le feront encore plus très certainement demain, hors de l'école. Il nous faut donc savoir repérer, tenir compte et valoriser ces acquis. Nous avons dans nos classes, et ils seront encore plus nombreux demain, des élèves plus volatiles, distraits, avec une capacité d'attention et de concentration moindre, moins captifs aussi. Nous observons déjà dans nos classes ce phénomène de zapping. Dans nos classes, donc, cela se traduit par des élèves qui ne parviennent plus à faire des efforts, ou en tout cas plus difficilement, qui ont des difficultés à se confronter à la complexité. Face à nous, nous avons également des élèves qui ne donnent plus le même sens à l'école et qui parfois même ne parviennent plus à donner du sens à l'école. Les pratiques de la consommation d'écran sont aussi le plus souvent solitaires et conduisent également nos élèves à vivre moins facilement ensemble. Ils jouent moins et moins ensemble. Ils partagent moins entre eux leurs expériences et leurs savoirs. Nous avons donc à leur permettre de vivre plus de situations ensemble, à communiquer, à débattre, à agir collectivement. Bref, nous avons à leur apprendre à vivre ensemble. Enfin, et l'inventaire n'est pas exhaustif, je crois que les élèves qui nous sont confiés sont encore plus qu'avant extrêmement différents et présentent des besoins singuliers. Cela nous oblige à savoir identifier ces besoins et surtout à savoir y répondre de manière adaptée et différenciée. En conclusion, sur cette première partie, et pour répondre aux quelques constats et analyses que je viens de partager avec vous, il me semble que des pistes se dessinent assez précisément pour y répondre demain, mais peut-être un peu déjà dès aujourd'hui. Conduire la bataille de la lecture et de l'écriture, en classe, dans l'école et dans l'établissement, c'est-à-dire lire et écrire quotidiennement, avec détermination, exigence et ambition. Sensibiliser les parents à l'importance des livres à la maison, de se donner à voir en situation de lecture, de permettre à l'enfant de rencontrer des livres à la maison, à la médiathèque. Conduire parallèlement et collectivement, en lien avec les familles et les acteurs du territoire, et je pense en particulier aux périscolaires, la bataille des écrans. Non pas pour les éradiquer, on l'a dit tout à l'heure, Patrick l'a dit tout à l'heure, il faut bien qu'on apprenne à nos élèves à les utiliser. Donc, il faut qu'on puisse garantir un usage raisonné, supervisé et régulé par l'adulte pour permettre aux jeunes, finalement, d'utiliser le plus pertinemment les écrans et plus largement le numérique, dont l'intelligence artificielle. Engager en milieu scolaire un véritable apprentissage de l'esprit critique et des usages et comportements éthiques. Il nous faut aussi introduire, réintroduire, redonner au jeu libre, jeu organisé, jeu symbolique, jeu collectif, toute sa place dans nos classes, et ce, quel que soit l'âge de nos élèves. Leur permettre de manipuler, de produire, de fabriquer, de créer, d'avoir des expériences sensibles. Au quotidien, nous avons également à placer les élèves face à des situations complexes, celles qui posent problème, et les amener à essayer, expérimenter, tâtonner, construire des stratégies de résolution inédites, et là encore, le plus souvent collectivement. Au cœur de la classe, dans l'école et dans l'établissement, il faut aussi développer les apprentissages du vivre ensemble, je le disais tout à l'heure, et cela passe aussi par des pratiques et des organisations pédagogiques qui reposent sur la coopération, l'entraide, la discussion et la co-construction. Enfin, accorder dans nos classes des temps explicites dans tous les champs disciplinaires pour garantir l'acquisition des compétences psychosociales et des compétences transversales et méthodologiques. Je voudrais également souligner l'importance de l'éducation artistique et culturelle, déterminante en de nombreux points pour l'éveil et le développement de compétences plurielles, et donc, in fine, pour la réussite de nos élèves. Pour en finir pour cette première partie de mon intervention, je dirais que les élèves de demain, il nous faudra aller les chercher, les apprivoiser, les retenir
et plus encore qu'aujourd'hui nous adapter à ce qu'ils savent, ce qu'ils ne savent pas, et à leurs besoins. J'en viens maintenant aux enseignants. Alors, je le disais en introduction de mon propos, l'enseignant aura bien à jouer un rôle essentiel dans la classe. Mais les professeurs de demain ne ressembleront pas aux enseignants d'il y a 20 ou 30 ans, ou peut-être même à ceux d'aujourd'hui. D'abord parce qu'ils ne seront pas arrivés au métier d'enseignant de la même manière. Ils n'auront pas eu les mêmes parcours de vie et n'auront pas bénéficié de la même formation. Et finalement, ils n'auront très certainement pas le même rapport à leur métier. Sans épiloguer sur la crise des vocations, ni même aborder l'épineux sujet de l'attractivité des métiers de l'éducation, je ne peux pas taire l'évolution du profil et de l'engagement des enseignants. Enseigner est un métier, mais en vérité, c'est bien plus que ça. Je ne suis pas nostalgique en m'exprimant ainsi devant vous, mais je suis intimement convaincue que ce qu'exige le métier de professeur de la part des hommes et des femmes qui l'exercent dépasse la seule maîtrise et mise en œuvre de savoir et de gestes professionnels. Ils sont importants, bien sûr, mais enseigner suppose et impose une incarnation, une passion, un dépassement, une implication émotionnelle et physique, des valeurs. Aussi, j'ose le dire, une exemplarité. L'enseignant se donne à voir et par ses comportements et ses propos, mais aussi par son engagement, il offre aux élèves et à l'ensemble de celles et ceux qu'il côtoie, donc en particulier les parents, une illustration, une référence, un modèle. N'attendons pas des élèves ce que nous n'exigeons pas de nous-mêmes. Je crois que l'enseignant de demain, pour relever les défis considérables qui se présentent à lui, doit retrouver de sa superbe, excusez-moi cette expression, en tout cas de la valeur reconnue de tous et de lui-même en premier lieu. Du prestige, retrouver également confiance, respect et autorité. Et je ne parle pas d'autoritarisme. C'est une chose de le dire, j'en conviens, c'en est une autre de traduire concrètement ses ambitions. La société porte sur l'école et sur les enseignants un regard critique et une appréciation dégradée. Cela se traduit sur les conditions d'exercice du métier de professeur, sur les comportements des élèves et des parents, sur la confiance en soi des enseignants, mais aussi la confiance en l'école et bien évidemment sur le moral des personnels. Je reviens au lieu où tout se joue, là où l'enseignant tient son plus beau rôle et aussi le plus déterminant pour les élèves, la salle de classe. Qu'attend-on du professeur demain dans ce lieu de tous les possibles ? Parce que les élèves ont changé, parce que ce que l'on veut leur enseigner a évolué, l'enseignant doit transformer ses postures et ses pratiques pédagogiques, c'est-à-dire adopter de nouvelles manières d'enseigner et d'interagir avec l'élève et les élèves. Parce qu'il aura pleine autorité par le savoir, la sagesse, l'exemple et le statut, l'enseignant ne sera plus face aux élèves, ni même en surplomb, mais il sera à côté des élèves. Plus que dispenser le savoir, il aura à éclairer, guider et accompagner ses élèves. Cela veut dire qu'il avancera avec eux, répondant plus finement aux besoins de chacun. Tous ne suivront pas nécessairement le même parcours d'apprentissage, mais tous auront à atteindre pourtant le même but, celui que leur a fixé l'enseignant. L'enseignant ne sera plus seulement le sachant, mais il deviendra celui qui montre le chemin vers le savoir. Par les situations pédagogiques qu'il conçoit, par les outils et les ressources qu'il choisit, notamment numériques, il saura susciter de nouveaux comportements d'apprentissage et de coopération entre les élèves. Ce sont par exemple des projets qui donnent sens aux activités et aux apprentissages, des situations complexes que les élèves doivent résoudre ensemble, des situations de production et de création, à l'oral, à l'écrit, en sciences et technologies, dans les arts et la culture, dans toutes les disciplines. Des mises en activité qui autorisent et libèrent l'initiative et le pouvoir d'agir des élèves. Le professeur de demain devra aussi savoir s'effacer et se taire pour observer, écouter, mesurer les acquis et les besoins des élèves, repérer leurs difficultés, celles qui font obstacle à leurs apprentissages, comprendre enfin comment ils apprennent, réussissent ou échouent.
laisser la place aux élèves, leur laisser la parole et la prendre en compte véritablement pour embarquer chacun dans le beau voyage de l'apprendre. Mais pour agir ainsi dans la salle de classe, l'enseignant ne peut travailler seul. Ce n'est pas nouveau que de dire que le travail en équipe des enseignants, des différentes classes d'un cycle à l'école, des différentes disciplines d'une même classe au collège ou au lycée, ou encore au sein d'une même discipline, tout cela est essentiel. Demain, ce ne sera plus seulement important, ce sera indispensable, incontournable. Le pouvoir d'agir du professeur, celui de faire réussir tous les élèves, ne peut se réaliser qu'avec ses collègues enseignants, d'une part, mais aussi avec les autres professionnels de l'école ou de l'établissement. Les enjeux de cohérence et de continuité de l'action pédagogique sont évidents, mais je crois personnellement que l'on peut aussi, dans cet espace élargi et partagé, imaginer ensemble d'autres organisations pédagogiques, temporaires ou durables, par exemple dans la gestion de la répartition des élèves, dans la constitution des classes, dans le brassage à certains moments de plusieurs classes pour mieux répondre et prendre en compte les besoins des élèves, dans les échanges de services, les co-interventions, dans l'occupation et le partage des espaces, sortir, faire tomber les murs de la classe pour aller vers l'autre classe ou vers l'extérieur, dans l'organisation du temps, en ayant des actions massées, concentrées sur certaines compétences à certains moments, ou aussi en planifiant des activités à certains moments de la journée ou de la semaine pour conduire avec les élèves des bilans de leurs acquisitions et en déterminer des réponses différenciées en termes de renforcement ou d'approfondissement. Cela a des conséquences très claires sur le pilotage du système éducatif. J'y reviendrai dans un instant dans la troisième et dernière partie de mon intervention. Je terminerai sur la nécessité de l'enseignant d'aujourd'hui et de demain de collaborer avec les familles et les partenaires, d'ouvrir sa classe à ceux qui restent habituellement derrière la grille, derrière la porte, même et surtout à ceux qui en sont encore plus éloignés. Bien évidemment, l'enjeu premier est de concrètement agir en coéducation, collaborer avec les familles pour mieux connaître, mieux comprendre et mieux accueillir chaque enfant et chaque jeune, et ce, afin de réunir pour chacun les conditions favorables pour qu'il devienne et soit élève. Collaborer avec les parents parce que l'école ne peut pas réussir seule. Elle a besoin de la confiance, du soutien et de la contribution des familles. Il se passe tant de choses en dehors de l'école qui pourtant influencent les apprentissages et la réussite scolaire. Dans ce domaine, il ne s'agit pas de donner des leçons aux familles, mais là aussi d'éclairer, d'informer, de donner à voir et à comprendre pour aider l'exercice de la parentalité d'élèves. Nous avons tous à l'esprit quelques sujets d'importance à aborder avec les parents. Le langage oral, la lecture, l'écriture, le jeu, le sommeil, l'activité physique, l'éveil culturel, l'autorité, les écrans, et il y en a très certainement d'autres. Faisons-leur confiance pour qu'ils nous fassent confiance. Reconnaissons-les comme de véritables partenaires, sans dissymétrie, pour qu'ils nous reconnaissent comme de véritables professionnels, exigeants et ambitieux, soucieux du bien-être et de la réussite de leurs enfants. Sachons leur ouvrir la porte et les entendre pour qu'ils nous écoutent et nous comprennent. En conclusion, l'enseignant demain, individuellement dans la salle de classe, mais aussi collectivement avec ses collègues dans l'école ou l'établissement, aura à changer ses repères, à faire bouger ses lignes d'action, à transformer ses postures, mais aussi sa place auprès des élèves et des parents, et enfin à réinventer ses pratiques et ses organisations pédagogiques pour enseigner autrement, et ainsi changer l'école pour qu'elle réponde plus efficacement aux besoins et particularités des élèves, mais aussi aux enjeux de la société et aux défis du monde. J'en arrive à ma troisième et dernière partie, et j'ai certainement déjà été très longue. La question que je voudrais aborder est celle des conditions dans lesquelles les professeurs peuvent exercer demain et finalement faire tout ce que je viens de dire. Pour que l'enseignant puisse le faire, il faut en premier lieu lui accorder, et accorder à l'ensemble des équipes enseignantes, confiance, capacité d'initiative et responsabilité, véritablement, c'est-à-dire dépasser les mots pour traduire ces principes en actes. Cela suppose de revoir l'ensemble de l'organisation et du fonctionnement de notre système éducatif, et même de la chaîne hiérarchique.
changer de paradigme, inverser totalement le prisme du pilotage et de la responsabilité. Puisque c'est bien au cœur de la classe, de l'école ou de l'établissement que tout se joue. La réussite de l'école, mais aussi sa non-réussite. C'est donc à ce niveau que l'école doit se penser, s'essayer, s'inventer pour répondre aux enjeux locaux et aux besoins des élèves. Les niveaux départementaux, académiques et nationaux, finalement, ils sont là pour simplement définir un cadre et réunir les conditions du possible. Le cadre, de quoi s'agit-il? Ce sont les programmes, les grilles horaires, les grands objectifs. Ils sont là aussi pour fournir des données permettant aux acteurs de terrain d'ajuster leur action. Quelques indicateurs, mais aussi les résultats de la recherche. Et puis, réunir les conditions en délivrant les moyens utiles. Ce sont les postes, ce sont les personnes, les ressources humaines, ce sont les financements, et c'est aussi la formation qui doit répondre aux besoins exprimés par les personnels. Le reste, c'est-à-dire les ressources, les outils, les pratiques, les organisations, finalement l'essentiel, revient à celles et ceux qui vivent et font l'école en interface directe avec les élèves. Alors, pour que les professeurs imaginent, expérimentent et éprouvent dans le quotidien de la classe des manières d'enseigner et d'évaluer renouvelées et plus adaptées aux besoins et au profil des élèves, ils doivent disposer de temps. Du temps de concertation pour travailler ensemble, du temps de préparation, de réflexion, d'analyse et de maturation autour de leurs pratiques et des résultats des élèves, mais aussi du temps de formation en continu. Cela suppose de revoir le temps professionnel de l'enseignant pour que ces temps soient réellement identifiés, quantifiés et pris en compte. Vous savez, aujourd'hui, ces temps, dans la réalité, ils existent déjà, mais il y a une sorte de flou, hein, et ça déborde quand même beaucoup sur l'autre partie du temps, celui qui revient à chacun dans sa vie personnelle. Eh bien, finalement, peut-être aller plus loin et inscrire véritablement ces temps dédiés pour quelque part les sacraliser, ou en tout cas faire en sorte qu'ils ne soient pas aléatoires. Et je pense qu'il faut aussi garantir la formation en continu, et j'ose le dire, l'inscrire comme une obligation professionnelle. Cela passe aussi nécessairement par une remise à plat de l'encadrement pédagogique qui doit être repositionné au plus près du terrain, de la classe, de l'école ou de l'établissement, ou sur un territoire très resserré. Il faut donc faire bouger le point de gravité du système éducatif. Alors, je parle d'autant plus facilement sur ce sujet que je suis moi-même, comme je me suis présentée, inspectrice. J'interroge la place et le rôle des corps d'inspection. Il me semble que demain, il sera beaucoup plus pertinent d'imaginer que les formateurs, les animateurs de la réflexion pédagogique soient des enseignants volontaires, aux compétences avérées, formés et outillés pour remplir cette mission qui leur serait confiée sur un temps limité, et ainsi alternativement, différents personnels d'une même école, d'un même établissement ou d'un territoire resserré pourraient remplir ces missions, et ils seraient alors dispensés d'une partie ou de la totalité de leur charge d'enseignement durant cette période. Cela signifie aussi que le rôle et la place des directeurs d'école et des chefs d'établissement, dotés aussi d'une forte compétence pédagogique, soient reconnus et renforcés. Ce sont eux qui sont responsables des choix de leur équipe. Et ce sont eux qui dialoguent avec les autorités pour, allez, je vais mettre des guillemets, mais négocier les conditions pour lesquelles des conditions dont ils ont besoin, les moyens dont ils ont besoin pour atteindre les objectifs qu'ils s'assignent. Enfin, qu'en est-il des ressources mises à la disposition des professeurs? Là encore, je suis désolée, mais les meilleurs outils, les ressources les plus pertinentes sont ceux qui ont été imaginés et éprouvés par les enseignants eux-mêmes. Alors arrêtons de croire que des bien-pensants ou des sachants produiraient
de manière plus éloignée du terrain les bonnes ressources dont devraient se saisir tous les enseignants. Mais libérons les initiatives des personnels, favorisons le partage et la mutualisation. Cela existe déjà. L'institution doit accepter de lâcher la main, de passer la main et de contribuer à des marchés de savoir, à des forums des pratiques ou encore à une vie dynamique des communautés professionnelles. Si les outils numériques peuvent faciliter ces modalités d'échange, il me semble tout de même important de préserver la rencontre physique. Et demain, je pense que ce sera encore aussi important, si ce n'est plus. Enfin, je terminerai en évoquant les travaux de recherche qui doivent aller jusqu'à la classe, d'abord pour s'ancrer et se nourrir du quotidien et de la réalité de la classe, mais aussi pour se mettre à la disposition des enseignants. C'est une responsabilité du niveau national et du niveau académique de favoriser le rapprochement du terrain avec la recherche, en soutenant et en encourageant des projets de recherche avec des enseignants, dans la classe, les écoles et les établissements, finalement permettre à la classe d'être un lieu de recherche et donc de construction du savoir scientifique, mais c'est aussi de la responsabilité des autorités de favoriser la diffusion des résultats de la recherche à l'ensemble des personnels sous des modalités variées, publications, conférences en ligne, envoi de données, etc. Ce mouvement est déjà enclenché, il doit être, selon moi, poursuivi et amplifié. Enfin, en conclusion, mesdames et messieurs, j'ai brossé devant vous à grands traits ce que, selon moi, sera l'école de demain, et en son cœur, le plus brûlant et palpitant, le rôle et la place de l'enseignant dans sa classe, dans son école et dans son établissement. Il vous revient maintenant, vous qui êtes, vous l'avez compris dans mon propos, les acteurs premiers et essentiels, d'imaginer, de réaliser et de faire vivre cette école de demain, peut-être même un peu avant demain, et y trouver le sens de votre engagement, la beauté de votre mission, la fierté de votre réussite et la confiance en votre capacité de changer la vie des élèves qui vous sont confiés et de changer le monde dans lequel ils vont grandir, s'épanouir et agir. Merci.